Au micro 4. Sylvie Legal, Hôpital Charlemagne. Merci pour cette belle conférence. Moi, j'avais une question. Je suis un peu étonnée dans votre présentation. Vous avez parlé de baisser la baisse de la conflictualité. Je pense pas que ça... À l'hôpital Charlemagne, je pense pas que c'est ça. Je ne sais pas où vous avez été chercher vos données, mais ça serait intéressant de savoir comment vous avez fait ce constat-là. Parce que je pense qu'ils utilisent les comités de relations de travail pour en rencontrer beaucoup de nos employés. Donc, j'aimerais savoir ça. J'ai trouvé ça très intéressant aussi lorsque vous avez parlé de démystifier les programmes des partis politiques. On a vu dans les médias où le syndicat devait être à sa place, juste s'occuper des conditions de travail de nos membres. Et on a été massacrés lorsque nous avons fait un programme, expliquer un petit peu ce que c'était les programmes de partis politiques. On se rend compte que peut-être au mois de septembre, je ne sais pas si vous le savez, au mois de septembre, ils veulent réviser la loi aussi pour les conseils d'administration. Et je suis un peu inquiète aussi par rapport à ça, c'est qu'ils ne veulent plus la représentativité de la population au sein des CA. Et ils veulent nommer les gens. Et on sait que s'ils nomment les gens, eh ben, on va se retrouver avec... Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ah, OK. Donc, c'est ça. Alors, j'aurais bien votre avis là-dessus, sur les conseils d'administration, parce que je pense qu'on peut avoir des appuis justement dans nos hôpitaux. Et s'ils nomment les gens, on va se retrouver avec on n'aura plus de personnes pour aller chercher leur appui. Merci. Est-ce que je réponds? Merci. Réponse, s'il vous plaît. Oui. Donc, sur la baisse de la conflictualité, en fait, c'est les données du ministère du Travail qui recense annuellement les jours perdus pour conflit de travail, les jours perdus en cas de grève ou de lockout. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une diminution des conflits de travail. Par contre, ce qu'on remarque aussi en même temps, c'est que quand ça pète pour de bon, puis les conflits durent longtemps. Donc, c'est une baisse de la conflictualité qui est quand même relative. On sort de moins en moins en grève, mais quand on sort, généralement, c'est pour des enjeux qui sont vraiment fondamentaux. Puis si je regarde les 3 derniers conflits majeurs qu'on a eus au Québec, bien, c'est le Journal de Québec, c'est le Journal de Montréal, c'est Petro-Canada. Et souvent, ces lockouts-là, au-delà de ce qui était rapporté dans les médias, ce qu'on se rendait compte quand on regardait la position patronale, c'était que leur but, c'était de casser le syndicat et d'essayer de faire en sorte que l'acteur patronal puisse reprendre sa place. Puis évidemment, dans ces 3 conflits-là, c'est un acteur patronal qui est assez particulier, mais c'est aussi ça la tendance en matière de conflictualité au Québec. Donc, il y a moins de conflits en nombre, mais quand il y a un conflit, ils sont d'une ampleur qui est supérieure à ce qu'on pouvait voir. Démystifier les programmes politiques et qu'on essaie de vous remettre à votre place en vous disant de vous occuper des intérêts de vos membres, bien, c'est pas surprenant. C'est le message patronal ces temps-ci. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent pas juste contrer le discours syndical, ils veulent bâillonner les acteurs syndicaux au Québec. On veut les empêcher de faire de la représentation sur le plan social. On veut les empêcher d'utiliser les cotisations pour faire cette représentation sociale-là. Fait que c'est pas normal qu'ils vous le disent. Par contre, eux, ils ne se gênent pas pour faire de la représentation politique. La seule façon, c'est qu'ils ne le font peut-être pas de manière ouverte, quoique ils le font via l'Institut économique, ils le font via l'Institut Fraser, ils le font via des instituts de recherche renommés pour faire passer leur message. Mais le message public, l'acteur patronal le passe aussi. Est-ce que ça me surprend qu'ils vous accusent d'être à côté de vos pompes puis de retourner à votre préoccupation première qui est de représenter vos membres? Absolument pas. Est-ce qu'il faut les écouter? Pas du tout. Et je vous dirais que la question des conseils d'administration, c'est exactement en lien avec ce que je viens de vous dire. On essaie finalement de réduire les lieux
de véritables débats au Québec. On essaie à tous les niveaux de la société, parce que je fais beaucoup de recherches aussi sur la question de la concertation sociale au Québec, essayer de voir comment ces organismes de concertation-là sont efficaces. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'au niveau des régions, au niveau local, bien, les acteurs communautaires, les acteurs syndicaux n'ont plus de place réservée dans ces instances-là non plus. Donc, on essaie de tuer le débat au Québec et je pense que c'est votre travail de réinvestir ces lieux-là et de vous assurer une place dans ces milieux-là et d'essayer de contourner, parce qu'un entrepreneur institutionnel, c'est ça, c'est de jouer ces vides institutionnels qui existent. Donc, on vous coupe votre place au conseil d'administration, bien, il faut trouver une nouvelle façon de détourner pour y avoir accès, puis d'avoir accès aux lieux de décision et de trouver la façon de s'y prendre pour avoir accès à ça, même si le canal officiel, le canal formel vient de se fermer finalement. Donc, c'est directement en lien avec la question dont je répondais précédemment. Mais vous avez raison, c'est quelque chose qui est inquiétant. Merci. Au même micro, micro 4. Michel Desautels de l'exécutif de l'OIM. Merci pour la conférence. C'est toujours intéressant. Nous autres, on a une idée de tout ça, mais quand on voit des chiffres, des stats, et la façon dont vous le dites, c'est encore plus clair pour nous. Il va falloir maintenant rendre ça en des mots aussi clairs pour nos membres et les gens de plancher, parce que la voix de gauche, de droite et les think tanks de droite font beaucoup de ravages au niveau de nos membres. J'ai vu, moi, dans des assemblées, des membres dire « Demandez-en pas trop, parce que c'est la crise économique, on est bien payé dans le fond. » J'ai vu un délégué syndical dire ça. Ça va pas bien. Je voulais juste vous dire, les lieux où prendre la parole, une anecdote comme ça en passant, cette semaine, il y a quelqu'un qui a appelé à l'OIM et qui demandait, était inquiet de ce qui se passait dans les CHSLD. Elle dit « Moi, j'ai une mère qui est là, comment ça fonctionne et ceci et cela. » Mais je dis « Vous savez, madame, il y a un conseil d'administration Montérégie. Vous pouvez aller là, poser des questions, puis avoir les réponses, puis vous verrez bien. D'ailleurs, quand on va dans ces conseils d'administration-là, la portion questions du public, c'est souvent des groupes de pression comme le syndicat qui s'y présentent, mais la population, on la voit à peu près pas là. Donc, c'est une place qu'on peut faire comme enseignement aux gens pour aller prendre parole. Ensuite, je voulais savoir, vous avez parlé de think tank de gauche. J'ai mes petites idées de ce que ça peut être, mais j'aimerais que vous me les identifiez, s'il vous plaît, des noms peut-être qui pourraient m'aider à les identifier puis aller chercher de l'information, puis peut-être même envoyer les gens de la population s'informer là aussi. Et puis, pour finir, j'aimerais vous parler, vous avez dit à un moment donné, les jeunes, on a très mauvaise presse, les syndicats auprès des jeunes, mais je pense que c'est une révélation de ce que les médias peuvent faire de mauvais, de néfaste, de nocif au niveau de notre image, parce que les jeunes, pour la plupart, prennent leurs sources, leur information auprès d'Internet ou auprès de la radio, des médias en général. C'est mon point de vue, vous me direz ce que vous en pensez. Et c'est ce qui fait qu'ils ont très mauvaise réputation. Nous avons très mauvaise réputation chez eux. Par contre, je vous dirais que du moment qu'on établit des ponts avec les jeunes, puis le comité des jeunes de l'OIM l'a fait à quelques reprises, c'est assez étonnant de voir comment on peut les amener à militer dans les syndicats quand on établit un pont avec eux. Parce que, quelque part, ils ont les mêmes valeurs que nous. On parle d'équité, de justice, d'environnement parfois même. Donc, c'est assez intéressant de voir. Donc, j'aimerais vous m'identifier les think tanks de gauche et puis qu'est-ce que vous pensez des jeunes et puis de la population et de la voix qu'ils ont dans les conseils d'administration si c'est utilisé. Puis j'entends que le gouvernement veut essayer de leur enlever ce podium-là. J'attends vos réponses. Merci. Bien, pour les think tanks de gauche, la liste n'est pas longue, malheureusement, surtout pas au Québec. Il y a un groupe qui gravite autour de l'UQAM, si vous voulez prendre des informations, qui sont relativement actifs. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que ces think tanks de gauche-là, au Canada, selon la cartographie qu'on a réalisée, il y en aurait peut-être 3. Un qui est pas mal borderline, mais si vous faites de la recherche chez think tanks, ils s'identifient tous comme neutres, en passant. Donc, c'est officiellement difficile de les classer droite-gauche, mais parce qu'ils s'identifient tous comme étant neutres. L'Institut économique, si vous allez sur leur page de présentation, ils se présentent comme étant un organisme neutre. Donc, vous pouvez voir les limites de ce qui nous est présenté, mais il n'y en a pas beaucoup. Et ce qu'on dénote, malheureusement, c'est que souvent, ces think tanks de gauche-là n'ont pas beaucoup de moyens pour fonctionner.
Donc, s'il y avait une alliance à créer à l'externe, à mon avis, centrale syndicale, ce serait avec ces groupes-là qui sont extérieurs aux organisations syndicales, mais leur donner les moyens de fonctionner, leur donner des moyens aussi pour porter ces messages-là qui sont un peu à contre-courant du discours de la droite. Pour ce qui est de l'effet des médias sur les jeunes, est-ce que c'est seulement les médias qui font en sorte d'influencer négativement les jeunes travailleurs? Les travaux de recherche qu'on a réalisés, c'est que ce n'est pas nécessairement que ça. Ça n'aide pas, c'est sûr, mais il y a beaucoup aussi le clash ou la difficulté d'intégrer parfois les structures syndicales pour les jeunes travailleurs. Le sentiment de voir une utilité dans tout ça, dans cette action syndicale-là, parce que souvent, c'est des instances qui sont très structurées. Le langage est souvent pour des personnes qui sont déjà averties, qui sont au courant de ce langage-là. Les procédures sont plus formelles. Donc, c'est souvent cette espèce de décalage-là entre le bagage de connaissances que ces jeunes travailleurs-là ont sur le monde syndical. Et ce qui est déterminant, c'est de rappeler un peu l'utilité de l'acteur syndical. J'enseigne en relations industrielles et je suis supposée d'avoir devant moi une masse de gens qui sont au fait des enjeux, des grandes luttes syndicales, qui sont supposés être au courant de tout ça. Mais à chaque fois qu'on fait venir des conférenciers pour leur dire c'est quoi l'utilité de l'acteur syndical, c'était quoi les grandes luttes qui ont mené, qu'est-ce que ça a donné cette action syndicale-là, la loi sur la santé et sécurité au travail, la loi sur l'équité salariale, telle disposition sociale vient des revendications des syndicats, bien, soudainement, on voit que pour plusieurs, ça allume des cloches. Donc, ce que ça veut dire, c'est que pour être sûr de mobiliser nos jeunes travailleurs, ce que ça prend, c'est de l'éducation. Ce que ça prend, c'est un accompagnement pour démystifier cet appareil-là qui peut parfois faire un peu peur parce qu'il y a des dispositions à respecter, il y a des procédures à respecter. Et si on n'est pas au fait de ça, bien, on a l'impression finalement qu'on s'en va dans ces assemblées-là puis qu'on vote sur quelque chose qu'on n'est pas vraiment au courant puis on n'a pas vraiment été informé puis c'est une roue qui tourne. Fait que non, selon moi, c'est pas juste une pression externe, mais il y a aussi une pression ou des facteurs qui viennent de l'interne des structures syndicales. Merci. Au micro 1. Bonjour, Sarah Caronguay, VP à la SIC au CHUC à Québec. Merci beaucoup, Mélanie, merci. Donc, c'est la 3e fois, je crois, que je vous entends, puis je trouve tout aussi intéressant. Je veux juste rappeler, c'est plus mon intervention à titre de commentaire. J'ai retenu qu'on était là, comme syndicat, sous trois objectifs. Donc, un agent de négociation, agent de transformation, mais surtout agent d'éducation populaire. Je pense que ça m'a marqué beaucoup. Puis, ce que j'ai retenu aussi, c'est que d'être multifront. Donc, je pense qu'en tant que jeune, puis vous venez de le dire, c'est important de se passer l'information de jeune à jeune, fait que de trouver les meilleurs moyens pour faire une certaine éducation aux jeunes qui m'entourent comme travailleurs, puis comme infirmières auxiliaires et INALO. Je pense que c'est nécessaire, puis je pense que chacun autour, ici, on a à apprendre de nos comités jeunes qui peuvent faire des outils pour rejoindre les jeunes, puis prendre le même langage qu'eux, parce qu'ils connaissent ce qu'il y en est. Comme les procédures et tout ça, c'est simple lorsqu'on s'y met, puis on est capable de comprendre l'ensemble de la chose, puis d'intervenir dans ces milieux-là. Fait que je pense pas que oui, c'est peut-être un frein, mais je pense pas que ça arrête les jeunes là, qui ont un minimum d'énergie puis qui veulent s'exprimer dans une instance comme ça. Je pense qu'il faut prendre la peine là, de construire ces outils-là. Puis je pense que la FIC est sur une bonne voie, mais il faut continuer. Puis le niveau multifront, bien, je pense que nos comités permanents et statutaires, ils ont leur place à prendre au sein de la FIC. Là. Je ne sais pas qui a influencé qui dans le thème là, « Oser agir, influencer » à travers votre conférence. Donc, la FIC, vous, je pense que nos comités permanents, dans leur action, peuvent faire beaucoup. Autant conditions féminines, jeunes, je pense qu'il faut se laisser aller puis aller au front. On est là pour ça. On est élus par une ensemble qui est pertinente. Puis à la fois, il faut se donner le pouvoir là, de le faire à travers les comités. Donc, je vous remercie. Merci. Au micro 2. N'étant pas membre, je me sentirais plus à l'aise si vous passez aux membres en premier, puis je parlerai après si vous comprenez. Bien, je vais revenir à vous. Micro 7.
Oui, bonjour. Julien Roy, Centre de santé du Lac-David de la Baie-d'Ungava. Je voulais... Ça l'arrive. Je voulais parler surtout par rapport à un sujet que j'ai trouvé vraiment intéressant, l'avantage institutionnel comparé. Comment réussir justement à utiliser les différentes recherches pour venir un petit peu contrecarrer les think tanks qui ont souvent leurs propres recherches qui vont habituellement contredire les différentes comparaisons avec les pays scandinaves ou autres pays qui ont un système un petit peu plus bénéficial pour les travailleurs. Fait que je me demandais comment réussir justement à ne pas tomber dans l'autre côté et perdre justement cet avantage au niveau des médias. Comment utiliser les données sur les meilleures pratiques? Tu sais, ce qui est un peu dommage dans le discours de la droite, puis c'est souvent ça qui me ferait, c'est que quand ils nous comparent toujours au pire. Ils nous comparent aux États-Unis, ils nous comparent au Canada anglais, mais jamais ils vont nous comparer aux pays les plus avancés en termes d'avancées sociales, etc. Puis quand ils nous comparent à l'action syndicale, ils nous comparent avec la France sur les taux de syndicalisation, mais c'est un modèle qui est complètement différent et en France, tu n'as même pas besoin d'être membre pour être représenté par ton syndicat. C'est un syndicat qui est politique. En France, tu cries révolution puis tout le monde est dans la rue. C'est drôlement différent d'ici, donc ils sont beaucoup plus militants politiquement qu'ici au Québec. Ce qu'il faut faire, je pense, pour utiliser ces données-là, et là, je sens vraiment une ouverture qui est plus grande qu'auparavant, mais c'est de se connecter, de créer une toile tout aussi serrée que le monde patronal. Donc, ça prend des espaces de discussion entre universitaires, entre syndicalistes, entre chercheurs, entre représentants des groupes communautaires et essayer de faire émerger un discours qui va être uniforme, cohérent et d'avoir des revendications qui vont être appuyées. Et mea culpa au monde universitaire, hein, je dois l'admettre que ça fait une couple d'années qu'on est un peu à l'écart de tout ça, on nous voit moins. Nous autres non plus, on n'est pas sexy, puis nous autres non plus, on n'est pas à mode, fait qu'on nous réclame pas tant que ça dans les médias. Donc, voilà, tu sais, c'est autant pour moi, quand je le dis que cette alliance-là est nécessaire, autant pour vous autres, parce que ça prend un échange à un moment donné pour raviver les forces vives. Et là-dessus, je vais rebondir sur ce que Sarah a dit. C'est pas nécessairement un frein pour les jeunes qui veulent s'exprimer dans des instances, c'est pas nécessairement un frein pour les membres qui veulent vraiment militer, mais cette énergie-là, il faut la créer. Donc, quand ils l'ont, l'énergie, c'est bien, mais c'est pas tout le monde qui l'a, cette énergie-là. Et comme acteur syndical, il faut la stimuler et il faut la réveiller. Et c'est là que je pense que le rôle d'éducateur populaire va être nécessaire pour raviver cette flamme-là et mettre un frein, finalement, au sentiment d'impuissance qu'on voit de plus en plus chez les travailleurs. Donc, il faut raviver la flamme pour la cause, finalement. Donc, c'est une réponse que je vous donnerai. Elle n'est peut-être pas complète, mais il n'y a pas 36 000 façons que de revenir sur le terrain. Et si on n'est pas capable d'utiliser les médias, bien, il faut trouver d'autres façons. Puis l'autre façon, c'est de revenir sur le terrain. Tu sais, dans le temps qu'ils faisaient de la politique, ils faisaient des assemblées de cuisine. Hein? Il n'y avait pas de journal pour faire passer message. Fait qu'on était dans la cuisine pour on essayait de mobiliser comme on pouvait. Donc, je pense que si on n'est pas capable d'investir les médias, est-ce que c'est d'en créer un, média de gauche? Est-ce que c'est de créer un think tank ou de le favoriser? Mais c'est nécessairement de revenir sur le terrain. Merci. Micro 2. Merci. Je vais commencer avec une invitation, puis ensuite une question. Ma première invitation, c'est, ça fait... Je m'excuse. Oui. Je m'excuse. J'ai juste pas compris votre nom. Je me présente, désolé. Je m'appelle Philippe Lapointe et je suis secrétaire aux affaires académiques à l'Association pour une solidarité syndicale étudiante. Je vais commencer avec une invitation pour toutes les personnes ici. On parle depuis tout à l'heure d'action politique et d'action militante et de choses comme ça, et c'est super intéressant parce que l'AC, dans le fond, représente beaucoup de futurs membres de la FIC. Nous représentons des cégeps et des universités, nous représentons des étudiants et étudiantes. D'ailleurs, je vais utiliser votre code de procédure et juste parler au féminin pour le reste. Donc, nous représentons énormément d'étudiantes à travers le Québec qui bientôt joindront vos rangs. Ce serait intéressant qu'ils vivent une expérience syndicale, premièrement, pour ensuite être capables de se joindre à vous. Et quand j'aurai un congrès de l'AC aussi rempli qu'un congrès de la FIC, je pourrai crier de joie.
Il y a énormément de forums dans lesquels nous pouvons travailler ensemble. Par exemple, la Coalition contre la hausse des tarifs, auquel et la FIC et l'AC sont membres et où nous travaillons ensemble. Il y a énormément aussi de lieux où est-ce que les syndicats locaux sont capables de venir contribuer à d'autres luttes que simplement les luttes pour les conditions de travail. Et c'est extrêmement important de voir des gens d'autres milieux qui travaillent ensemble. Au cours de l'année prochaine, nous allons avoir à lutter à la fois contre la tarification de la santé, mais aussi contre une hausse de frais de scolarité. Pour plusieurs d'entre vous, ça peut sembler un peu loin le temps où vous deviez penser aux frais de scolarité, mais soyez rassurés, c'est toujours pertinent. Les frais de scolarité vont être augmentés énormément et nous aurons à agir. Et quand on parle de faire du travail main à main, du travail de mobilisation, personne à personne, le mouvement étudiant est forcé de le faire. Contrairement au mouvement syndical, nous n'avons pas de liste de membres claire et précise avec un lieu où est-ce qu'on peut trouver tous nos membres, des adresses courriels, merveilleuses adresses postales et tout ça. Non, 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 non. Nous, les universités et les cégeps ne nous enverront jamais quelque chose d'aussi clair que ça. On a des codes permanents. Donc, des fois, on n'a même pas le nom de nos membres. Et ce qui arrive donc, c'est qu'on doit, pour rencontrer nos gens, leur donner des tracts. Alors que dans les usines, au 18e siècle, les grands projets étaient d'avoir des imprimeries dans les syndicats, bien nous avons ce projet cette année de nous acheter une imprimante. donc, pensez donc, si jamais vous voulez apprendre à passer des tracts, à aller voir votre association étudiante locale. Ça, c'était l'invitation et je vous invite à venir nous voir. Je vous invite peut-être à faire du matériel promotionnel conjoint avec vos associations étudiantes puis d'aller voir directement les futurs employés de la santé dans leur lieu pour être capable de leur parler avant même qu'ils deviennent endoctrinés par des gens qui vont leur dire que tout ce qui compte, c'est leur job, leur carrière et qu'aucunement qu'il y a quelque chose de politique à l'intérieur de ça. Et là vient la question. Dans quelle mesure est-ce que les syndicats locaux et sectoriels peuvent sortir de leur secteur dans leur action? Puis quels sont les moyens qu'ils peuvent utiliser pour se faire entendre qui ne soient pas uniquement basés sur le lieu de travail? Ah, et petit commentaire, il y a Guillaume Hébert de l'IRIS qui est là pour les gens qui cherchent des gens de think tank de gauche. Merci. Merci. J'ai oublié de la nommer, hein? Merci. Merci. Réponse, s'il vous plaît. Donc, si j'ai bien compris la question, après votre spot publicitaire, c'était... Dans quelle mesure les syndicats locaux et régionaux peuvent sortir de leur secteur et d'élargir les revendications au-delà des lieux de travail? Est-ce que c'est en termes de légitimité que vous parlez ou c'est juste des moyens d'action, en fait, ou des canaux d'information? En fait, le Québec a quand même, dans les dernières années, créé plusieurs lieux qui peuvent être investis par les syndicats et locaux et régionaux. On parle de toute la question du développement économique local. On parle aussi des projets de développement dans les régions. C'est un peu plus loin du secteur public, mais n'empêche qu'il y a des espaces là pour avoir accès directement aux décideurs locaux, aux décideurs régionaux. Et nécessairement, il y a des conférences sectorielles aussi qui sont organisées au Québec. Donc, oui, il y a possibilité de sortir du milieu de travail et c'est nécessaire de sortir du milieu de travail. Et là où il faut faire une distinction, parce que souvent, quand il y a eu de l'action syndicale au-delà des lieux de travail, au-delà du membership, on a toujours dit que l'acteur syndical, finalement, n'était pas représentatif de l'ensemble des travailleurs parce qu'il ne pouvait pas parler au nom de l'ensemble des travailleurs, mais qu'il avait le droit de parler juste au nom de ses membres. Mais à mon sens, c'est peut-être de jouer ces mots un peu, mais de parler pour l'ensemble des travailleurs, c'est pas parler au nom de tous les travailleurs. Et je pense qu'il peut y avoir des thèmes communs, des thèmes rassembleurs qui touchent tous les acteurs, tous les travailleurs, que l'acteur syndical peut se faire le porte-parole. Et à mon sens, au niveau local, c'est des alliances avec les groupes communautaires qui doivent être privilégiés, des groupes locaux d'action, parce que c'est un des gages de succès de faire des actions, oui, multifronts, mais ce qui va vous permettre de faire des gains, puis demander de montrer que vous êtes capable de remporter certaines batailles, bien, c'est de vous fixer des résultats à petite échelle dans une courte période de temps
et de focusser sur des actions comme ça qui vont permettre finalement d'atteindre des résultats qui vont être plus faciles qu'un projet général d'envergure. Donc, il faut générer des gains et selon moi, il y a suffisamment d'actions. Les communautés sont actives, donc il ne s'agit pas juste d'envoyer un chèque puis de dire qu'on a commandité telle action. Il faut que la structure syndicale soit autant au service des groupes communautaires que l'inverse aussi. Donc, cet échange-là, c'est multiniveau. Puis au sein de la structure syndicale même, ça prend un échange aussi qui va être non seulement top-down, mais bottom-up aussi. Donc, c'est de l'échange multifront qu'il faut privilégier. Donc, ce serait un peu ma réponse. Et bonne chance dans votre lutte pour les frais de scolarité. Mes étudiants sont là-dessus aussi. Merci. Madame Lavoie, pour le mot de la fin et la conclusion, s'il vous plaît. Alors, merci beaucoup, Madame Laroche. Votre conférence... Alors, votre conférence tombe pile, puis met très bien la table pour les discussions qu'on va avoir au cours de la semaine en regard de notre thématique.